Bonsoir, je vous adresse les salutations de tous nos camarades de la Ligue du Midi et j'ai la lourde tâche donc d'essayer de vous parler un peu ce soir des libertés publiques. Je crois que cette notion de liberté publique, cette histoire remonte au Moyen-Âge, en particulier au XIIIe siècle, où on avait la création des confréries étudiantes. C'est la première fois qu'il y avait un espace de liberté qui se dégageait donc face à la monarchie. On a connu aussi les jurandes qui constituent donc, c'est des jurés, on faisait un serment. C'est un corps de métier qui est constitué par le serment mutuel que se prêtaient chaque année, dans la plupart des cas, les maîtres. Serment d'observer les règlements, mais aussi serment de solidarité et de morale. Ensuite, on a eu, au nord, on a eu les consuls. Et au sud, on a eu en particulier chez nous à Toulouse, donc dans notre région, on a eu les capitouls, qui étaient élus à partir du Moyen-Âge par les capitouls de Toulouse, c'est un exemple, par les 6 quartiers de Toulouse pour constituer le conseil municipal de la ville. Donc déjà à l'époque, on avait une espèce d'autorité démocratique. Du fait que Toulouse était une ville ayant droit de justice et de se défendre, nos attributions étaient non seulement administratives, mais aussi judiciaires et militaires. Et leurs fonctions étaient reconnues par le roi comme nobles et anoblissantes. L'histoire nous enseigne, l'histoire officielle nous enseigne qu'en 1789, le peuple s'était révolté et avait pris la Bastille. Je vous rappelle qu'il y avait 3 prisonniers dans la Bastille, donc le redoutable, le monstrueux marquis de Sade, pour conforter le peuple, s'était rebellé, s'était révolté pour conforter toutes ces libertés chèrement acquises et arrachées à la monarchie. Nous allons en citer quelques-unes auxquelles on pourrait rajouter les associations, les guildes, les hanses, les corporations, le compagnonnage, toutes ces associations, toutes ces structures, sièges de liberté et de subsidiarité. Pourtant, un premier signal de mauvais augure nous est envoyé en 1790 par le fameux abbé Grégoire qui, sous prétexte de libération des Noirs, des mulâtres et des métis, au nom de l'universalisme, déjà, va s'ingénier à la destruction, entre guillemets, des patois et des mœurs des gens de campagne. On commence déjà à opposer les populations entre elles. L'enfer de M. l'abbé est sûrement pavé de bonnes intentions, mais on se rendra compte plus de 2 siècles plus tard qu'il aura fait l'école. L'année suivante, le 14 juin 1791, le très connu Isaac Le Chapelier va concocter sa fameuse loi qui proscrivait les organisations ouvrières, les corporations de métiers, les rassemblements paysans et le compagnonnage. Et cette loi, il faut le savoir, va impacter durant tout le XIXe siècle, en fait, tout le mouvement populaire en interdisant les grèves, les rassemblements populaires ouvriers et paysans, et de façon plus pernicieuse, le système solidariste des mutuelles. Alors, que sont les libertés publiques? Puisque c'est le thème de cette petite causerie. Les libertés publiques rassemblent l'ensemble des droits fondamentaux des citoyens. La liste n'est pas exhaustive, celle que je vais vous donner, mais elle comprend en particulier la liberté du mariage, la liberté d'expression, la liberté de l'enseignement, la liberté de manifestation et la liberté de réunion, la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté du domicile et le secret des correspondances, la liberté d'aller et de venir, la liberté de bénéficier d'une justice équitable. On peut rajouter aussi le droit à la sécurité, le droit de se défendre contre toute agression, la présomption d'innocence, etc., etc. Qu'entend-on? Il y a des libertés donc publiques personnelles et des libertés publiques collectives. Pour les personnels, il s'agit des libertés individuelles. On peut se déplacer en toute liberté, ne pas être soumis à l'arbitraire, être arrêté et être jugé en bénéficiant de toutes les garanties légales. Il s'agit aussi des libertés de pensée, liberté d'opinion, religion, liberté de la presse, d'enseignement, mais aussi des libertés économiques, droit au travail, droit à s'installer, droit de tenir une échoppe, un commerce, droit de faire de l'industrie, etc.
dans les libertés collectives, eh bien, ce seront les libertés dont on pourra profiter en groupe, on en parlera tout à l'heure, comme la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, etc. 3 textes majeurs définissent les libertés publiques en France. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'introduction, enfin, de la Constitution du 4 octobre 1958. Après va se mettre en route un lent travail de sape qui perdure depuis 2 siècles et qui va se centrer sur ces libertés publiques et qui va essayer petit à petit de les mettre donc sous une chape de plomb. Aujourd'hui d'ailleurs les libertés publiques ne sont plus qu'un oripeau, il n'y a plus qu'une liberté formelle qui participe, qui figure au frontispice des établissements publics, le grand liberté, égalité, fraternité, avec un grand L. La liberté désincarnée, avec un grand L, a recouvert de son ombre les libertés du quotidien. Je donnerai 2 exemples récents par rapport au siècle plus lointain que nous avons balayé. Tout à l'heure, on a parlé de la droite et de la gauche. N'oublions pas quand même que mon premier exemple va se passer au temps où M. de Villepin était Premier ministre. Comme quoi, je crois qu'on peut mettre les 2 dans la même marmite et touiller, ça fait toujours une bonne soupe. Donc, c'est la dissolution en 2005 d'un groupe de buveurs de bière en Alsace qui s'appelle Elsass Corps. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, je cite simplement les faits. Donc, c'est une trentaine de buveurs de bière dont l'association, qui n'était même pas déposée en préfecture, a été dissoute, puisqu'il y avait eu dans leur zone géographique une profanation de cimetières. On découvrira d'ailleurs par la suite que la plupart de ces saletés avaient été exécutées par de petits jeunes, généralement classés à l'extrême gauche, et dont les parents étaient des professeurs. Le deuxième exemple, c'était donc en 2014, sous la gauche, c'était la fermeture du local du bar associatif du 15e arrondissement par la dissolution en Conseil de ministres, ouvre bien vos oreilles, de l'association gestionnaire qui était intitulée « Envie de rêver ». Voilà. Donc, association, comme je me rappelle, j'ai regardé la vidéo encore il y a peu de temps, où nous avions pris les armes, pratiquement, à coups de chopine, pour défendre, donc, avec Roland Lee et Pierre Cassin, cette association. Avec comme qualification, mais il ne faut pas oublier quand même, on va en parler, on est dans le droit administratif, là, hein, on n'est plus dans le droit judiciaire, donc c'est dissolution en Conseil des ministres. Donc nous sommes dans une partie politique, puisque c'est le pouvoir politique du Conseil des ministres, ces partis politiques qui dissolvent ces associations, mais en cas de reconstitution de ligue dissoute, on va passer alors dans le système judiciaire. Bonjour le grand principe de la séparation des pouvoirs. Et ensuite, donc, on assiste à la grande traque des patriotes. Pierre Cassin, j'ai retrouvé une de ses déclarations, disait lors d'une conférence il y a quelques années, ouvrez les guillemets, le régime qui vacille cherche, au travers des patriotes, un bouc émissaire qui permettrait de masquer les impasses en matière de chômage, de crise sociale, ethnique, sécuritaire, qui frappent aujourd'hui la France. Ce régime, en fait, empile au fil des ans des lois liberticides. On a parlé tout à l'heure de la dissolution des bandes armées et des milices, ça remonte à 1934, je crois, avec le décret Marchandeau, contre justement cette constitution de bandes armées. Donc c'est servi d'un décret en 1934 pour dissoudre évidemment un grand nombre d'associations, dont l'association Envie de rêver, comme si c'était donc une association qui se déplaçait avec des matraques et autres objets contondants. Ensuite, nous avons eu la loi Perdin, je n'en parlerai pas, puisqu'on en parlera tout à l'heure, la loi Guessot, les lois Perdin, et en dernier, la loi sur l'interdiction de la propagande anti-islamique.
IVG, et j'en oublie certains. Quelques retours en arrière en guise d'illustration. En 2014 et en 2015, le préfet Boucaud, donc là on est sous la droite, le préfet Boucaud poursuit... Sous la gauche, de toute façon, je ne jamais ces termes, je les avais pas uniquement ce soir, pour faire parler des libéraux progressistes, etc. Donc, il poursuit Josiane Filliot de Riposte laïque Résistance républicaine et Richard Roudier à la suite de plusieurs interdictions de manifester prises par le préfet. L'une, Josiane Filliot, pour avoir critiqué ces interdictions, un peu vigoureusement, mais ça c'est l'habitude de Riposte laïque. L'autre, pour avoir plagié, c'est moi, une fable de La Fontaine intitulée « L'âne chargé de reliques ». Voilà, et l'inculpation c'était une poursuite pour injure à un personnage doté de la responsabilité publique, blablabla. Blablabla. Après une longue bataille judiciaire, le préfet Boucaud est débouté et la Cour rappelle, on est en cour d'appel, la Cour rappelle qu'un personnage public, fût-il préfet, devait pouvoir faire face à la critique. Bon, je trouvais que c'était intéressant, j'appelais ça la jurisprudence Roudier-Filliot. Mais bon, je figurerai dans les manuels des étudiants en droit. Voilà. En octobre 2016, dans le cadre de la campagne Sauvons la France, toujours réalisée avec nos amis de Riposte laïque Résistance républicaine, sur l'invasion migratoire, la Ligue du Midi avait organisé donc une manifestation de rue à Montpellier. La manifestation est autorisée par la préfecture, ou du moins elle n'est pas interdite, puisque la préfecture n'a pas autorisé, puis peu après interdit. Au jour J, au moment du défilé, le directeur départemental des polices urbaines nous informe, on est dans l'administratif, on n'est pas dans le pouvoir judiciaire, nous informe que le rassemblement devrait être statique et donne l'ordre à la police de nous enfermer à clé sur l'esplanade, bonjour les libertés, nous enfermer à clé sur l'esplanade du Pérou, au motif que les gauchistes basés devant la préfecture risquent de nous agresser à nous. Grosse rigolade et échange musclé avec monsieur le directeur des polices urbaines et avec le directeur de cabinet du préfet, et je leur dis, si vous n'êtes pas capable de faire reculer une centaine de crasseux, nous pouvons nous en charger. Le directeur s'en va sous les orions, on n'y a pas jeté des trognons de forme, mais c'était pas là. La ficelle est un peu grosse. Quand on sait que les gauchistes, eux, dans une opération comme ça, ne demandent pas d'autorisation, se présentent devant la préfecture, empêchent la circulation, etc. Et qu'aucun gauchiste dans la journée ne sera interpellé. Le soir, en remerciement de la bonne volonté du préfet, les gauchistes, la CNT, les crasseux de tout bord, se mettent en binôme, ils descendent sur la ville, ils mettent des tags sur tous les établissements, sur tous les sucettes, les abribus, etc. Et ils brûlent la permanence du Parti socialiste. Donc, on est face à un jeu de bonne taux, où le préfet est le manipulateur et où les gauchistes sont les barons. On peut citer aussi les difficultés des organisations patriotiques à trouver des salles pour leurs meetings, vieille pratique soviétique. On se rappelle la phrase de Georges Marchais répondant à un journaliste qui lui demandait « Mais monsieur Marchais, est-ce que Solzhenitsyn aurait pu se faire éditer à l'Union soviétique ?» Il a dit « Bien sûr, il pouvait se faire éditer, mais il aurait fallu qu'il trouve un éditeur. » Bien sûr, évidemment, c'est comme nous, vous pouvez faire un meeting, mais vous n'avez pas de salle. Et donc, les salles des patriotes, maintenant, les meetings des patriotes, se déroulent tous à Rungis, qui devient la capitale de la droite nationale. Citons aussi, pour en revenir à l'actualité, et j'en aurais terminé, il est clair que la jurisprudence est en train de relooker le délit d'opinion. Tout récemment,
un écrivain qui, comme disait Zemmour, appartient à une petite communauté, se voit poursuivre par le CCIF, Comité contre l'islamophobie en France, devant la 17e chambre. Rien de plus normal, jusqu'à ce qu'à l'audience vienne se raccrocher à la Ligue des droits de l'homme, au CCIF, la Ligue des droits de l'homme, le MRAC, la LICRA et SOS Racisme. Tout ça pour avoir repris les propos d'un tiers, ouvrez les guillemets, dans les familles musulmanes, l'antisémitisme se tête à mamelle. Voilà, et on va à la 17e chambre correctionnelle. Je laisserai le soin à Pierre Cassin et à Christine de vous narrer cette histoire invraisemblable qui leur est arrivée et qui les conduit aussi, certainement, qui va les conduire devant la 17e chambre, d'une poursuite en diffamation contre Pierre en tant que directeur de publication, ce qu'il n'est pas, de riposte laïque qu'il n'est pas, par une personne soi-disant diffamée dont le nom n'est pas mentionné dans l'article en question. Vite, Père Ubu, donnez-moi votre bâton à physique. La religion des droits de l'homme, la religion des droits de l'homme avait son clergé, on a parlé des frères, de nos bien chers frères, son rite, ses lieux de culte comme la salle de la rue Cadet, sa cour de justice, la 17e chambre. Elle vient de trouver son Torquemada à la personne du député Chabrol, qui, ne connaissant que le système, qui reconnaissait que la France avait le système, je vous engage à aller voir la vidéo, qui reconnaissait que la France avait le système répressif le plus performant du monde, mais que ça ne lui suffisait pas. Donc, encore un tour de garrot supplémentaire, et je dirais en terminant, France, ta liberté fout le camp. Merci.